La fille d'une femme de ménage désespérée et en larmes supplia le policier « S'il vous plaît, venez chez moi ». Mais les agents chevronnés du commissariat de Lyon-Sud n'étaient pas préparés à l'horreur silencieuse qui les attendait. Une fillette de 12 ans surgit sous la lumière crue du poste de police, son ombre longue et fine s'étirant derrière elle. Elle pleurait, mais ses yeux n'étaient pas faibles. Ils brûlaient d'une intensité presque adulte. Elle aperçut le premier policier venu et s'agrippa à son uniforme bleu. Ses petites mains tremblant violemment. Le lieutenant Michel Valois, un homme au visage marqué par 20 ans de service, baissa les yeux. Il avait interrompu à mi-gorgée une tasse de café froid. La voix de la fillette n'était qu'un murmure brisé. « S'il vous plaît, je vous en supplie, venez chez moi. » Les néons du commissariat bourdonnaient au-dessus d'eux. Valois posa son café. Il remarqua alors que l'enfant était pieds nus. Ses cheveux blonds fins et emmêlés étaient collés à son front malgré le froid. « Qu'est-ce qu'il y a, ma petite? Où sont tes chaussures? » « Il n'y avait pas le temps, » répondit-elle d'une voix blanche. Elle s'appelait Émilie Hayes. « C'est ma maman. Elle dort, mais elle ne se réveille plus, c'est poste. » La brigadière Anaïs Riel, beaucoup plus jeune que Valois, s'approcha et s'accroupit pour être à la hauteur de l'enfant. « Endormie ?» demanda-t-elle doucement. « Peut-être qu'elle est juste très fatiguée. »« Non, » répondit Émilie en secouant de la tête, les larmes jaillissant de ses yeux. « Elle n'est pas fatiguée. Elle est froide. » J'ai essayé de la secouer, de lui mettre de l'eau sur le visage. Ses yeux sont ouverts, mais elle ne me voit pas. Les mots de la fillette frappèrent les policiers d'un poids terrible. Ce n'était pas une enfant perdue, mais une enfant qui prenait les décisions. « Et mon petit frère ?» ajouta-t-elle la voix fêlée. « Benjamin, il se cache. Il a tellement faim. Il pleure tout le temps, et je ne sais plus quoi faire. » Valois croisa le regard de Riel. L'ennui de la nuit venait de s'évanouir. Il attrapa ses clés sur le bureau. « Où est chez toi, Émilie ?» demanda-t-il. « Pas loin, » répondit-elle en tirant sur sa main. « L'appartement rue des Acacias numéro 2B. S'il vous plaît, il faut se dépêcher. »« Rue des Acacias » répéta Valois en direction de Riel. « Le vieux bloc délabré au nord d'ici. Préviens le central possible urgence médicale non surveillée. » Il se tourna vers la fillette. « D'accord, on vient avec toi, mais tu montes avec nous. » Émilie hocha, à la tête soulagée à tel point que ses jambes faillirent se dérober sous elle. Riel l'aida à monter à l'arrière de la voiture de patrouille. L'enfant tremblait non seulement à cause du froid, mais d'une peur si profonde qu'elle avait effacé tout le reste. Le trajet dura moins de 3 minutes. Les rues étaient sombres, les phares découpaient la nuit calme du quartier ouvrier. Émilie resta parfaitement immobile à l'arrière, fixant droit devant elle. Valois l'observait à travers le rétroviseur. « Quel âge a ton frère, Émilie? »« 7 ans, » répondit-elle d'une voix éteinte. « Et ta maman, elle était malade. » Émilie hésita. « Elle travaille tout le temps. Elle est femme de ménage chez Madame Delacour dans les grandes maisons sur la colline. Elle travaille jusqu'à s'en faire saigner les mains. » Les mots étaient durs, beaucoup trop durs pour une enfant. « Elle n'a pas mangé hier, » murmura-t-elle encore. « Elle nous a donné à Benjamin et à moi le dernier morceau de pain. Elle a dit qu'elle n'avait pas faim. » Riel se retourna depuis le siège avant. « Et ton père ?» demanda-t-elle. Le visage d'Émilie se vida de toute expression. « Renaud, il est parti. Il est parti il y a 3 jours. Il reviendra. »« Il reviendra » demanda Riel, bien qu'elle sût déjà la réponse. « Il a pris l'argent du bocal, » dit Émilie. « L'argent pour le loyer et pour les médicaments de maman. Il ne reviendra pas. » Valois serra le volant sans rien dire. Il avait entendu cette histoire des centaines de fois, mais jamais racontée par une fillette de 12 ans pieds nus.
Il gara la voiture devant un vieil immeuble de la rue des Acacias. La peinture s'écaillait et une fenêtre du rez-de-chaussée était condamnée par une planche. « C'est ici, » dit Émilie. Elle était déjà sortie avant même que Riel n'ouvre la portière. Elle gravit les marches fissurées et entra dans le bâtiment. « Attends, » dit Riel, la main sur son arme. « Ça pourrait être n'importe quoi. »« Ce n'est pas un piège, Riel, » répondit Valois d'une voix sombre. « C'est pire. » Ils suivirent Émilie sur 2 étages. Le couloir empestait l'huile de cuisson rance et le tapis humide. La fillette poussa la porte de l'appartement 2B. Ce n'était pas verrouillé. L'appartement était plongé dans le noir. Seule la lumière de la rue filtrait à travers une vitre sale. L'air était glacial, le chauffage coupé depuis longtemps. « Maman », appela Émilie. « J'ai amené de l'aide. » Valois chercha l'interrupteur, l'actionna. Rien. « Le courant est coupé, » dit Émilie. « Il n'a pas payé la facture. » Riel décrocha sa lampe torche. Le faisceau fendit l'obscurité et s'arrêta sur un petit canapé usé. Une femme y était allongée, le corps tordu dans une position étrange. Ses yeux étaient entr'ouverts fixant le vide. Sa peau avait une teinte grise et cireuse. Elle était maigre, dangereusement maigre. « C'est elle, » dit Émilie d'une voix tremblante. « C'est ma maman Suzanne. » Valois s'approcha le premier. Il posa 2 doigts sur le cou de la femme et les y laissa un long moment. « Elle est vivante, » dit-il enfin, la voix tendue. « Son pouls est faible, très faible. Riel appelle une ambulance. » Pendant que la brigadière Anaïs Riel sortait dans le couloir pour capter le signal radio, le lieutenant Michel Valois s'agenouilla près du canapé. Il observa la femme Suzanne Heiss. Elle paraissait 40 ans, mais n'en avait sans doute pas plus de 30. Sa vie avait été dure et cela se lisait sur chaque trait de son visage. À terre près du canapé, il remarqua un petit cadre photo. Il le ramassa. C'était un homme en uniforme militaire impeccable, tenant une Émilie beaucoup plus jeune dans ses bras. L'homme avait l'air fier, fort. « Qui est-ce » demanda Valois en montrant la photo. « C'est mon grand-père » répondit Émilie d'une voix basse. « Grand-père Thomas, maman disait qu'il était un héros de guerre. » Valois fixa l'uniforme. Il reconnut les insignes. Il avait porté une version semblable autrefois. Cet homme, le capitaine Thomas Hayet, n'était pas un simple soldat. C'était un ancien combattant, décoré une légende pour certains. Un faible bruit vint du coin de la pièce. Un gémissement. Valois dirigea le faisceau de sa lampe. Là derrière, une télévision, cassée un petit garçon, était recroquevillée. Il portait un manteau trop fin et serrait ses genoux contre sa poitrine. C'était Benjamin. « Salut, petit bonhomme », dit Valois d'une voix douce et calme. « Tout va bien, nous sommes la police. On est là pour aider ta maman et toi. » Benjamin le fixa sans bouger, les yeux écarquillés de terreur. « Il a faim », dit Émilie en marchant vers le coin cuisine. Ce n'était pas vraiment une cuisine, juste un petit évier et un plan de travail. Elle ouvrit un placard. Valois pointa sa lampe à l'intérieur. Le placard était complètement vide. Pas une boîte de soupe, pas un paquet de biscuits, pas un seul grain de riz. Seulement une petite boîte vide de bougies d'anniversaire. Une colère froide monta dans la poitrine du lieutenant. Il tourna sa lampe vers le réfrigérateur rouillé. Il l'ouvrit. La lumière intérieure était morte. Les étagères étaient vides, sauf pour un objet, une demi-bouteille de ketchup. « J'ai essayé de faire de la soupe », dit Émilie d'une voix tremblante, « avec le ketchup et de l'eau chaude. Mais la gazinière ne s'allume plus. Et Benjamin a dit que c'était mauvais. » Valois ferma les yeux un instant. Il avait vu des fusillades et des accidents de voiture, les pires choses qu'un être humain puisse infliger à un autre. Mais ce silence glacial, dans cet appartement où la petite fille d'un héros de guerre tentait de nourrir son frère avec du ketchup dilué, le frappa en plein cœur.
Riel revint le visage livide. « L'ambulance arrive dans 10 minutes, annonça-t-elle. Son regard tomba sur le réfrigérateur vide, sur le petit garçon terré dans l'ombre. Son professionnalisme vacilla. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. « Passe un appel Riel », ordonna Valois d'une voix dure. « Dis au central qu'on a 2 enfants en grave dénutrition. Qu'ils envoient une autre voiture et qu'ils apportent à manger peu importe quoi, des croque-monsieur du lait, tout ce qu'ils peuvent trouver, ils peuvent trouver. » Il se tourna vers Émilie. La fillette de 12 ans se tenait droite, les poings serrés. Elle essayait d'être forte comme son grand-père sur la photo. « Tu as bien fait, Émilie, » dit Valois, la voix épaissie par l'émotion. « Tu as vraiment bien fait. Tu as sauvé ta famille. » Émilie relâcha enfin le souffle qu'elle retenait depuis des heures. Ses épaules s'affaissèrent et les larmes jaillirent à nouveau, mais cette fois ce n'était plus la peur. C'était l'épuisement. Elle avait fait sa part. Elle avait couru chercher de l'aide. Et maintenant, alors que les premières sirènes hurlaient au loin, Émilie s'autorisa à redevenir une enfant. Elle s'effondra dans les bras de la brigadière Riel. Pour la première fois depuis des jours, elle laissa quelqu'un d'autre être le plus fort. Le hurlement de l'ambulance se rapprochait, déchirant la nuit. Quelques instants plus tard, 2 secouristes, un homme et une femme, montèrent précipitamment les escaliers avec leur matériel. En entrant dans l'appartement, ils s'immobilisèrent figés, comme l'avaient été les policiers. Le faisceau de la lampe de Riel éclairait la scène. La femme au visage gris sur le canapé, les 2 enfants recroquevillés, les placards vides. « Madame, vous m'entendez ?» lança le secouriste, un homme dont le badge portait le prénom David. Il s'agenouilla auprès de Suzanne et prit ses constantes en roulant le brassard du tensiomètre autour de son bras maigre. Sa collègue, l'infirmière Chon, se tourna vers les agents. « Depuis combien de temps elle est comme ça? »« C'est la fille qui l'a trouvée, » répondit Valois. « Elle est inconsciente depuis une durée indéterminée. » Émilie observait chaque geste, la peur serrée dans son ventre comme un nœud de glace. « Est-ce qu'elle va mourir? » demanda-t-elle d'une voix à peine audible. Riel passa un bras autour de ses épaules. « Ce sont les meilleurs, ma chérie. Ils vont faire tout leur possible pour elle. » La 2e voiture de patrouille arriva. 2 autres agents Johnson et Peters montèrent les escaliers. Ils ne portaient pas de lampe torche, mais 2 grands sacs en papier brun, provenant du dîner de nuit près du commissariat. L'agent Johnson, un homme massif, au visage bienveillant, aperçut les 2 enfants et tendit aussitôt les sacs à la brigadière Riel. « On a 2 croque-monsieur bien chauds, » dit-il d'une voix grave et douce. « Et 2 laits plus des tranches de pommes. On s'est dit que ce serait un début. » Riel s'agenouilla devant Benjamin, toujours caché derrière la télévision cassée. Il n'avait pas bougé. Ses yeux suivaient les gestes des secouristes qui s'affairaient autour de sa mère. « Ben, » dit Riel doucement, « regarde ce que j'ai. Un sandwich. Il est chaud. » Elle déballa un croque-monsieur encore fumant. L'odeur du pain grillé et du fromage fondu emplit la pièce froide et obscure. C'était une odeur de vie. Les yeux du petit garçon se fixèrent sur la nourriture. Il s'approcha lentement comme un faon apeuré. Il prit le sandwich d'une main tremblante et mordit dedans. Il mangeait comme un enfant affamé sans mâcher, avalant presque sans respirer. « Doucement, petit », dit Valois, la voix serrée. Il détourna le regard. « Tu vas te rendre malade. » Émilie prit l'autre sandwich. Elle mordit une fois dedans, puis regarda son frère. Benjamin avait déjà fini la moitié du sien. Elle rompit le sien en 2 et lui tendit la plus grande part. « Tiens, » dit-elle simplement. Benjamin la prit sans un mot. « Non, Émilie, » murmura Riel, les yeux embués. « Mange. On en trouvera d'autres pour ton frère. »« Ce n'est pas grave, » répondit Émilie. « Il est plus petit. » Valois se détourna et marcha vers un petit bureau en aggloméré coincé dans un coin. Il dirigea sa lampe dessus. Il y avait une pile de papier et des factures marquées de tampons rouges.
Dernier avis. Coupure imminente. À côté, un carnet de chèques. Il l'ouvrit. Le dernier chèque daté d'il y a 3 jours était adressé à Renaud Millier. Sur la ligne mémo, on pouvait lire pour la nourriture. Le montant 200 €. C'était le dernier argent du compte. Renaud, murmura Valois entre ses dents le nom qu'Émilie avait mentionné. Il aperçut autre chose, un petit carnet usé à la couverture de cuir. Ce n'était pas un journal intime. Il l'ouvrit. À l'intérieur, une écriture soignée d'un style ancien, Capitaine Thomas Hayette. En dessous des notes, des dates, des lieux, des mots, qui ne signifiaient rien pour la plupart des gens, mais tout pour Valois Clé, débloqué Colline, 831. Ce n'était pas un carnet ordinaire. C'était le journal de guerre du grand-père. On la déplace, appela le secouriste David. Signes vitaux instables, hypoglycémie sévère, déshydratation, possible hypothermie. Ils avaient installé Suzanne sur un brancard et la sanglaient. Son bras tomba mollement sur le côté. Benjamin le vit. « Maman !» cria-t-il, oubliant la nourriture. Émilie accourut. « Elle dort. Pourquoi elle ne se réveille pas? » « Nous l'emmenons à l'hôpital, » dit doucement mais fermement Chun, la secouriste. « On va la réchauffer et lui donner des médicaments. Tu as bien fait d'appeler à l'aide. »« Je veux aller avec elle, » dit Émilie, la voix tendue plus proche d'un ordre que d'une demande. « On t'emmènera, Émilie, » répondit Valois. Il reposa avec soin le carnet de cuir sur le bureau, à côté de la photo du héros de guerre. « Toi et Benjamin, vous suivrez l'ambulance. La brigadière Riel restera avec vous. Je vais juste sécuriser l'appartement. » Les secouristes emmenèrent Suzanne hors de la pièce. Les agents Johnson et Peters suivirent. Valois, Riel, Émilie et Benjamin restèrent dans l'obscurité. Le silence était lourd, presque étouffant. « Qu'est-ce que vous voulez dire par sécuriser ?» demanda Émilie. Elle était vive. Rien ne lui échappait. Valois regarda la porte. La serrure était brisée, arrachée. « C'est Renaud qui a fait ça », murmura Émilie en voyant son regard. Quand il est revenu pour prendre le reste de l'argent, maman a essayé de l'arrêter. Il l'a poussée. Elle a heurté le plan de travail. Le sang de Valois se glaça. Il braqua sa lampe sur le comptoir. Une tache brun-rouge séchée s'y dessinait encore. « Quand c'était ?» demanda-t-il d'une voix brusque. « Hier », répondit Émilie. Elle avait la tête qui tournait toute la journée. Puis elle s'est allongée sur le canapé et elle ne s'est plus relevée. Tout venait de changer. Ce n'était plus seulement de la malnutrition, c'était une agression. « Riel », dit Valois d'une voix redevenue tranchante. « Préviens l'ambulance qu'il vérifie un traumatisme crânien possible. Et dis-leur que l'ex-compagnon Renaud Millier est une personne d'intérêt. » Il se tourna vers Émilie. « C'est très important. Où va Renaud? Où il habite? »« Je ne sais pas, » dit la fillette en reculant. Elle recommençait à trembler. « Il n'a pas de maison. Il traîne au bar, celui près de la gare routière. Il l'appelle la Porte Verte. »« Je connais, » dit Valois. Il se redressa. « Riel emmène les enfants à l'hôpital Sainte-Claire. Ne les quitte pas des yeux. Va aux urgences et dis que tu accompagnes les enfants de Suzanne Heiss. Je vous rejoins là-bas. »« Où allez-vous » demanda Riel. « Je vais aller parler à M. Renaud Millier, » répondit Valois. Son visage s'était figé. C'était celui d'un homme prêt à affronter un démon. « Michel, tu ne peux pas, » dit Riel. « Tu n'es pas en service pour ça. On devrait appeler la brigade criminelle. »« C'est un contrôle de bien-être, » répondit Valois, la voix froide. « Je vais aller vérifier le sien. Cet homme a frappé une femme et laissé 2 enfants mourir de faim. Il ne sera pas parti d'ici à ce que les enquêteurs aient fini leur café. » Il regarda Émilie. Dans ses yeux, il revoyait son grand-père la même force têtue. « Émilie, » dit-il calmement, « ta mère est femme de ménage, tu as dit pour Madame Delacour. Tu connais son prénom? »« Non, »
répondit-elle. Juste Madame de la Cour, sur la colline la grande maison blanche avec les grilles. Maman devait y aller aujourd'hui. Elle ne manque jamais un jour. Madame de la Cour sera fâchée. Laisse-moi m'occuper de Madame de la Cour, dit Valois. Toi, occupe-toi de ton frère et de ta mère. Pars avec la brigadière Riel. Elle veillera sur vous. Émilie hocha la tête. Elle prit la main de Benjamin, qui avait fini son lait, et tenait encore le carton vide. « Mon grand-père, dit-elle en regardant la photo tomber au sol, je peux l'emporter. » Valois s'approcha, ramassa le cadre et le lui tendit. « Garde-le, dit-il doucement. Ton grand-père était un homme bien. Il serait très fier de toi ce soir. » Émilie serra la photo contre sa poitrine. C'était la seule chose qui comptait encore dans l'appartement. La brigadière Riel conduisit les deux enfants hors de la pièce sombre et glaciale, descendant les escaliers. Les reflets bleus et rouges de la voiture de patrouille dansaient sur la façade promesse de sécurité. Valois resta seul un instant. Il contempla les placards vides, la bouteille de ketchup, les avis de coupure, la tache brun-rouge sur le plan de travail. Il était policier. Il devait rester objectif, suivre la procédure. Mais, debout dans cette obscurité, il n'était plus seulement un flic. Il était un ancien soldat, un père, et il bouillait de rage. Il referma la porte du 2B et descendit les escaliers non pas vers sa voiture de service, mais vers son vieux pick-up banalisé, garé un peu plus loin. Il allait à l'hôpital Sainte-Claire mais ferait un détour. Il irait d'abord à la Porte Verte. Le bar La Porte Verte était un bâtiment bas sans fenêtre niché derrière la gare routière. Ça sentait la bière éventée et le regret. Valois poussa la porte. La lumière du jour s'engouffra dans la pénombre. Quelques hommes sirotaient des verres au comptoir. Au fond, un autre jouait à la machine à sous. Sa musique clinquante était le seul son distinct, avec le murmure d'un match de foot sur un téléviseur poussiéreux. Les yeux de Valois balayèrent la salle. Il le vit aussitôt. Renaud Millier était devant de la machine. Maigre, les cheveux gras, après une veste trop grande sur le dos, il glissait des pièces, les unes après les autres, le regard fixé sur les images qui tournaient. Valois s'approcha. Il se posta juste derrière lui, sans un mot. Après un moment, Renaud sentit sa présence. Il se raidit et se retourna lentement. En voyant l'uniforme, son visage se crispa. « Quoi, j'ai rien fait ?» grogna-t-il. « Renaud Millier, » dit Valois d'une voix calme tranchante. Le barman leva les yeux, puis détourna aussitôt le regard. « Peut-être, » répondit Renaud d'un ton bravache. « C'est qui demande ?»« Lieutenant Valois. »« Je veux que vous veniez avec moi, à là où je suis occupé. » marmonna Renaud en se tournant de nouveau vers la machine. Valois posa simplement une main sur son épaule. Il ne le saisit pas. Il la posa lourde. « Vous avez laissé Suzanne Hayes et ses deux enfants dans un appartement glacé, » dit-il la voix plate. « Sans nourriture, sans électricité. Vous avez pris ces derniers 200 €. Renaud tenta d'écarter la main. « C'est faux, c'est elle qui me les a donnés. » « Elle vous a aussi donné la permission de la pousser, » demanda Valois, « la permission de lui faire heurter la tête contre le plan de travail. » Renaud se figea. Son visage pâlit. La main sur son épaule semblait peser une tonne. « Je sais pas de quoi vous parlez, » balbutia-t-il. « Suzanne est à l'hôpital Sainte-Claire en ce moment, » dit Valois. « Elle ne se réveille pas. Il vérifie s'il n'y a pas d'hémorragie cérébrale. C'est une agression aggravée, Renaud. Pire si elle ne s'en sort pas. » Renaud commença à transpirer. « C'était un accident. Elle a glissé. Je partais justement. »« Vous expliquerez ça aux enquêteurs, » dit Valois. Il retira sa main et désigna la sortie. « Levez-vous, main dans le dos. Vous venez avec moi. » Renaud jeta un regard autour de lui. Les hommes du bar le fixaient. Toute arrogance avait disparu.
Il n'était plus qu'un petit homme apeuré. « Vous n'avez pas le droit de faire ça, » murmura-t-il. « Je le fais, » répondit Valois. « Levez-vous ou c'est moi qui vous lève. » Renaud se leva. Il mit les mains derrière son dos. Valois le menotta, le fouilla, puis le fit sortir dans la lumière dure du jour. Il le plaça à l'arrière de son pick-up, en attendant l'unité marquée. « Vous avez laissé des enfants, » dit Valois en refermant la portière. « Ces enfants, vous les avez laissés crever de faim. C'est pas mes gosses. Bah, » répondit Renaud d'un ton amer. Renaud hurla depuis l'arrière du pick-up, mais Valois se contenta de secouer la tête et d'appeler une patrouille pour le transférer au commissariat. Son travail ici était terminé. Il devait maintenant se rendre à l'hôpital. À l'hôpital Sainte-Claire, le service des urgences était clair aseptisé. L'air sentait le désinfectant et le café. Benjamin dormait sur 2 chaises rapprochées. La brigadière Riel avait ôté sa lourde veste de police pour la lui poser dessus. Il serrait le carton de lait vide contre lui comme une peluche. Émilie était assise à côté bien éveillée. Elle ne clignait même pas des yeux. Elle fixait les doubles portes vitrées qui menaient vers les salles de soins intensifs. Dans ses bras, elle tenait toujours la photo de son grand-père. Riel, assise en face, avait tenté de lui parler un peu, mais les réponses de la fillette restaient brèves. « Il était courageux », dit soudain Émilie. Riel leva les yeux de son téléphone. « Qu'est-ce que tu dis, ma puce ?»« Mon grand-père », répondit Émilie. Sur la photo, maman disait qu'il avait reçu une médaille, qu'il s'était jeté dans un incendie pour sauver 3 hommes. « Ça ressemble à un héros », dit Riel avec douceur. « Il n'avait pas peur », murmura Émilie. « Oh, je parie qu'il avait peur », répondit Riel tendrement. Être courageux, ça ne veut pas dire ne pas avoir peur. Ça veut dire faire ce qu'il faut même quand on a peur. Émilie réfléchit à ces mots. Elle pensa au moment où elle avait couru jusqu'au commissariat. Ses pieds lui faisaient encore mal. Elle avait été terrifiée. Une infirmière au visage doux et fatigué, dont le badge indiquait « Patricia sortit des doubles portes ». Elle aperçut Riel et s'approcha. « Officier », dit-elle à voix basse, « vous êtes avec la famille de Suzanne Hayes ?» Émilie se leva d'un bond. Elle est réveillée. « Maman va bien. » L'infirmière lui adressa un sourire triste. « Ta maman est très malade, ma chérie. On fait tout ce qu'on peut. On lui a donné des médicaments pour le sucre dans le sang et on la réchauffe. Mais elle ne se réveille pas comme on l'espérait. »« C'est sa tête, n'est-ce pas ?» demanda Émilie. Les mots qu'elle avait entendus à la radio de Valois résonnaient encore dans son esprit. Patricia fut surprise. « Oui, c'est ça. On craint un gros hématome dans le cerveau. On va lui faire une image spéciale, un scanner, pour voir ce qu'il se passe là-dedans. »« Un bleu dans son cerveau, » murmura Émilie, la voix tremblante. « Vous pouvez le réparer. »« Nous avons de très bons médecins ici, » répondit Patricia. « Mais il faut d'abord savoir exactement ce qu'on affronte. Elle va rester ici quelque temps. » À ce moment, un homme en costume froissé s'approcha. Il avait un visage doux, mais des yeux sérieux. Il tenait un dossier à la main. « Officier Riel ?» demanda-t-il. « Oui, voici Émilie, » répondit-elle. « Bonjour Émilie, » dit l'homme en s'accroupissant à sa hauteur. « At your mess. Je m'appelle Monsieur Delaunay, je suis assistant social. Mon travail est de m'assurer que toi et ton frère soyez en sécurité. Et maintenant, il faut qu'on vous trouve un endroit sûr pour dormir cette nuit. » Le corps d'Émilie se raidit. « Je dors ici avec maman. »« J'ai bien peur que ce ne soit pas possible, ma chérie, » dit doucement M. Delaunay. « La chambre où elle va est réservée aux personnes très malades. Personne ne peut y passer la nuit. »« Non, » s'écria Émilie, la voix montant d'un ton. « Vous ne pouvez pas nous emmener. On ne va nulle part. » Benjamin se réveilla au bruit. Il se redressa, se frottant les yeux, la veste de police glissant à terre. « Amy, qu'est-ce qu'il y a? Il veut nous emmener, » dit Émilie, lui saisissant la main. « Je ne veux pas vous emmener loin, » dit Mus.
Delaunay essayant de les apaiser. Je veux juste vous trouver un lit chaud, une famille d'accueil, pour quelques jours, jusqu'à ce que ta maman aille mieux. Non, cria Émilie les larmes aux yeux. Vous êtes un inconnu, je ne vais pas avec vous. Les gens dans la salle d'attente commencèrent à se retourner. Le cœur de Riel se serra. La petite si forte jusque-là craquait enfin. Monsieur Delaunay, dit-elle, laissez-nous juste une minute. On manque de temps, répondit-il, mais il hocha la tête et recula. Émilie, dit Riel doucement, c'est juste pour ce soir. Il y aura un lit de la nourriture. C'est la maison d'un inconnu. Coupa Émilie les yeux pleins de larmes. Et maman sera toute seule quand elle se réveillera. Elle aura peur. Il faut qu'on soit là. Je crains que la fillette n'ait raison, officier, dit une voix grave. Riel se retourna. Le lieutenant Valois se tenait là la casquette à la main, le visage sombre. Monsieur Delaunay, dit-il en tendant la main. Lieutenant Michel Valois, je vous remercie d'être venu, mais ils n'iront pas dans le système cette nuit. Le travailleur social fronça les sourcils. Lieutenant, avec tout le respect que je vous dois, ces enfants n'ont plus de tuteur légal. Je dois les placer. Valois regarda Émilie, puis hocha la tête vers la photo qu'elle tenait toujours. C'est qui, Émilie? Mon grand-père, dit-elle méfiante. Thomas Hayette. Capitaine Thomas G. Hayette, confirma Valois. 3e infanterie. Croix de la valeur militaire, médaille du courage à 2 reprises. La mâchoire d'Émilie se détendit. Vous le connaissiez. Je ne l'ai pas connu personnellement, répondit Valois, mais je le connaissais de réputation. Tous ceux qui ont servi savent qui il était. C'était une légende. Il se tourna vers Monsieur Delaunay. Il y a un endroit, une maison gérée par l'Office des anciens combattants. Mon ancien commandant la dirige. Ce n'est pas un refuge, c'est une vraie maison. Ils auront une chambre de la chaleur et un toit. En tant que petite fille d'un héros de guerre, Émilie y a droit, dit Valois d'un ton ferme. Monsieur Delaunay resta sans voix. Je ne sais pas si cela correspond au protocole, balbutia-t-il. Cela correspond au mien, répondit Valois d'une voix tranchante. Ce sont les proches d'un ancien combattant décoré. Ils n'iront pas dormir chez des inconnus. Pas tant que je suis de garde. Je signerai pour eux. Je les y emmènerai moi-même. Monsieur Delaunay observa longuement le visage fermé et déterminé du policier, puis celui d'Émilie, rempli d'un espoir fragile. Il finit par soupirer et hocher la tête. « D'accord, lieutenant. Pour ce soir seulement. Mais il faudra une réunion officielle demain avec mon supérieur. »« Très bien, » répondit Valois. « Demain, c'est demain. Ce soir, ils seront en sécurité. » Un immense soulagement envahit Émilie. Elle faillit s'écrouler de fatigue et d'émotion. Elle ne serait pas séparée de son frère. « Riel, » dit Valois ensuite, « avons-nous prévenu l'employeuse de la mère? » Le visage de la brigadière se crispa. « Oui, j'ai trouvé un numéro dans le téléphone de Suzanne. Madame de la Cour. J'ai laissé un message. Elle a rappelé il y a 10 minutes. Et, demanda Valois, elle n'est pas contente, répondit Riel à voix plus basse. Elle a dit que Suzanne avait manqué son service. Et surtout, elle affirme que Suzanne lui a volé un collier. Elle dit que si elle ne le rend pas demain, elle portera plainte. Émilie avait tout entendu. « Voler », répéta-t-elle, la voix tremblante. « Ma maman ne vole pas jamais. » Valois échangea un regard sombre avec Riel. La situation venait de devenir terriblement plus complexe. Celle qui aurait pu être un soutien devenait une accusatrice. Un problème à la fois, marmonna Valois. Il s'accroupit devant Émilie. « Écoute-moi bien, » dit-il. « Je ne crois pas que ta mère ait volé quoi que ce soit. Mais il faut gérer ce qui est devant nous. Mon seul devoir maintenant, c'est de te donner à toi et à ton frère un repas chaud et un lit sûr. Est-ce que tu peux me faire confiance pour ça? » La fillette le regarda.
Cet homme connaissait de son grand-père, il leur avait apporté de la nourriture arrêtée Renaud. Elle hocha la tête. « Oui, bonne fille, » dit Valois d'une voix fatiguée mais douce. Il se releva. « Brigadière Riel, restez ici. Attendez les nouvelles du scanner. Je m'occupe des enfants, je vous appellerai avec l'adresse. » Il tendit la main. « Allez, Benjamin, on y va, Émilie. Je crois qu'ils ont de la glace là où nous allons. » Benjamin, maintenant éveillé mais effrayé, attrapa la main de sa sœur. Émilie prit celle du lieutenant Valois. Tous trois quittèrent l'hôpital, une étrange famille provisoire, un policier exténué, 2 enfants courageux et affamés. Mais tandis qu'ils s'éloignaient, l'ombre de l'accusation de Madame de la Cour planait encore sur eux, un nouveau nuage noir dans une tempête déjà violente. Le vieux pick-up de Valois n'était pas beau, mais il était chaud. Le chauffage ronronnait, repoussant le froid de la nuit. Benjamin s'endormit de nouveau à l'arrière, son petit corps cédant enfin à l'épuisement. Émilie, assise à l'avant, resta silencieuse. Ses mains croisées sur ses genoux, la photo de son grand-père posée dessus, elle regardait défiler les lumières de la ville. Ils quittèrent les rues sombres et délabrées de son quartier pour monter vers la colline. Là-haut, les maisons étaient plus grandes, les lampadaires tous allumés, les haies bien taillées. Ils s'engagèrent dans une allée devant un grand bâtiment en briques anciennes. Il ressemblait à un petit internat ou à un vieil hôpital rénové. Un panneau en bois près de la porte portait ces mots gravés « Maison Hayes », un refuge pour les anciens combattants et leurs familles. Émilie lut le panneau, puis regarda la photo qu'elle serrait encore. « Maison Hayes, comme mon grand-père », murmura-t-elle. Valois sourit un petit sourire fatigué. « Non, ma grande, c'est un autre Hayes. Mais c'est une belle coïncidence, non? Je pense que ton grand-père aurait aimé cet endroit. » Il gara le véhicule, descendit, puis contourna le capot pour ouvrir la portière d'Émilie. Il alla ensuite chercher Benjamin, toujours endormi, et le prit dans ses bras. « Allons à l'intérieur, » dit-il. Les portes s'ouvrirent sur un hall qui n'avait rien à voir avec un commissariat ou un hôpital. C'était un lieu chaleureux, éclairé par de douces lampes jaunes où l'air sentait le bois ciré et la soupe chaude. Il y avait une cheminée, bien qu'elle ne fût pas allumée, et plusieurs fauteuils profonds à l'air confortable. L'endroit sentait la cire pour le parquet et la soupe au poulet. Un homme en fauteuil roulant sortit d'un couloir. Il était plus âgé que Valois, le visage dur, les yeux bleus perçants. Il portait une chemise de flanelle et un jean simple. Ses jambes s'arrêtaient net aux genoux. « Tu es en retard, Mike », dit l'homme d'une voix râpeuse. « J'ai dû faire un détour, capitaine », répondit Valois en inclinant la tête vers les enfants. « Voici Benjamin et voici Émilie. » L'homme en fauteuil observa la fillette. Il remarqua ses pieds nus, ses cheveux blonds, emmêlés, et la manière farouche et épuisée dont elle tenait le cadre photo contre elle. « Eh bien, » dit-il, son visage s'adoucissant un peu, « tu n'es pas la première petite fille d'un soldat à franchir cette porte avec pour seul bagage une photo. Je m'appelle George Morrison. Cet endroit, c'est chez moi. C'est la maison Hayes, » dit Émilie d'une voix faible. Mon grand-père s'appelait Thomas Hayes. Les sourcils de George se haussèrent d'un coup. Il regarda Valois qui acquiesça. Thomas J. Hayes, demanda-t-il. Le vrai de vrai, confirma Valois. George siffla doucement entre ses dents impressionnées. Il fit rouler son fauteuil plus près et regarda à nouveau Émilie, cette fois avec un profond respect. Eh bien, dans ce cas, nous sommes honorés de t'avoir ici, Émilie. Ton grand-père, c'était un homme qu'on ne fabrique plus. Je sais, répondit simplement la fillette. Martha, appela Georges par-dessus son épaule. On a 2 nouveaux arrivants, les enfants dont je t'ai parlé. Et trouve des chaussettes et des chaussures pour la petite. Une femme d'une 60aine d'années sortit en hâte de la cuisine. Ses cheveux gris étaient relevés en un chignon doux et elle portait un tablier fleuri. « Oh, mes pauvres chéris !» s'exclama-t-elle d'une voix pleine de chaleur.
Elle s'approcha immédiatement d'Émilie et posa une main sur son bras. « Tu es glacée et tu dois mourir de faim. »« On a mangé, » dit Émilie. « Les policiers nous ont donné des sandwichs. »« Des sandwichs, » répéta Martha en haussant les sourcils. « Ça, ce n'est pas un repas, c'est une bouchée. J'ai de la soupe chaude et je viens de sortir du four un plat de pain de maïs. Et on a du lait. » Elle regarda Benjamin, qui commençait à bouger dans les bras de Valois. « Et pour ce petit homme, je crois que j'ai du pudding au chocolat. » Les yeux de Benjamin s'ouvrirent à l'entente du mot pudding. Il regarda autour de lui perdu et inquiet. « C'est bon, Ben, » dit Émilie en allant vers lui. « On est en sécurité. C'est un bon endroit. »« Viens, » dit Martha, en lui prenant de la main. Sa main était chaude et douce. « Allons vous nourrir tous les deux. Et vous, officiers, vous avez l'air d'avoir besoin d'un vrai repas aussi. »« Je ne peux pas, » répondit Valois. « Je dois retourner à l'hôpital. Mais je vous remercie de les installer. »« On fera bien plus que ça, » dit Georges. « Martha va les nourrir, les laver. On a une chambre prête, 2 lits et une douche chaude. » Martha emmena les enfants vers la cuisine. Émilie se retourna une dernière fois vers le policier. Il lui fit un signe de tête. « Tu es en sécurité ici, Émilie. Je te promets que je t'appellerai dès que j'aurai des nouvelles de ta maman. » Émilie hocha la tête et disparut dans la lumière tiède de la cuisine. Valois se tourna vers son ancien capitaine. « Merci, Georges, tu nous sauves la mise. »« Ne me remercie pas, » répondit Georges en roulant à ses côtés vers la porte. « Le grand-père de cette gamine m'a sauvé la vie. Ou du moins, son souvenir l'a fait. Une nuit sombre dans un endroit que je préférerais oublier, j'ai pensé à ce qu'il avait fait sur la colline 8-431. Ça m'a donné la force de tenir 1 heure de plus. Et 7 heures, c'est tout ce qu'il me fallait. » Il posa ses yeux sur Valois. « Cette gamine a son sang. C'est une battante. Mais elle a peur à mort. Et elle en a le droit, » dit Valois. Il lui raconta toute l'histoire, l'appartement glacé, la soupe au ketchup, Renaud la blessure à la tête. Le visage de Georges s'assombrit à chaque mot. « Et maintenant, » conclut Valois. « La patronne de la mère l'accuse d'avoir volé un collier. Elle dit qu'elle portera plainte demain. » Georges laissa échapper une bordée de jurons qui aurait fait rougir un marin. « Alors les vautours tournent déjà, hein? »« Oui, » dit Valois. « La mère Suzanne est dans un état critique. La petite Émilie est forte, mais ça reste une gamine de 12 ans. Et ce petit garçon, il a déjà trop vu. »« Ne t'inquiète pas pour eux cette nuit, Mike, » dit Georges d'une voix ferme. « Personne ne passera, ni Martha ni moi. Toi, fais ton travail. Trouve la vérité. Nous, on tiendra la ligne ici. »« Je sais que tu le feras, » répondit Valois. Il quitta la maison Hayes, laissant derrière lui la chaleur et l'odeur de la soupe. En regagnant son pick-up, l'air glacial de la nuit le frappa de plein fouet. Il posa son front contre le volant 1 seconde seulement. Il était épuisé. Tellement terriblement épuisé. Il pensa au rhum du bar, à Renaud Millier, enfermé en cellule à Suzanne Hayes, qui luttait pour sa vie, à une fillette de 12 ans descendante d'un héros qui avait dû préparer une soupe au ketchup pour son frère. Son téléphone vibra. C'était la brigadière Riel. Il décrocha. « Riel, quelle nouvelle !» Il écouta en silence, son visage se figeant peu à peu. « D'accord, d'accord. Non, ne le dis pas à la fillette. Pas encore, j'arrive. Je passe d'abord au commissariat. Puis j'irai rendre visite à Madame de la Cour. » Il raccrocha, remit le contact. Il n'était plus seulement un policier. Il était un homme en mission. Et les mots de la brigadière résonnaient encore dans sa tête. Le scanner était catastrophique. Suzanne Hayes souffrait d'un grave hématome sous-dural, une hémorragie cérébrale. On la transférait d'urgence au bloc opératoire. Le chirurgien avait confié à Riel que ses chances de survie étaient de 50%. Et encore, si la chance lui souriait. Le lieutenant Valois roulait à travers la nuit son vieux pick-up vrombissant dans le silence.
Il montait vers les hauteurs de la ville, là où les lampadaires étaient plus nombreux, et les pelouses parfaitement taillées vers la demeure de la cour. Il était épuisé. Son service s'était terminé depuis des heures. Il ne fonctionnait plus qu'à la colère et aux caférences du distributeur de l'hôpital. Il pensait à Susan Hayes, étendue sur une table d'opération sous des lumières blanches et cruelles. Il pensait à Renaud Millier, cuvant sa lâcheté dans une cellule. Il pensait à Émilie serrant de la photo de son grand-père, un homme, symbole d'un honneur devenu rare cette nuit-là. Vol. Ce mot sonnait faux. Il ne collait pas. Une femme qui se privait de nourriture pour offrir le dernier morceau de pain à ses enfants n'était pas une voleuse. Une femme qui essayait de faire de la soupe avec du ketchup était désespérée, oui, mais pas malhonnête. Valois connaissait les vrais voleurs. Leur désespoir avait une autre odeur, celle de l'égoïsme. Suzanne et Émilie, elles n'avaient peut-être rien, mais elles savaient l'une l'autre. Les voleurs, eux, n'avaient qu'eux-mêmes. Il s'arrêta devant un haut portail en fer forgé. Une caméra de sécurité, son petit voyant rouge allumé le fixait. Il appuya sur l'interphone. Oui, fit une voix de femme sèche et précise à travers le haut-parleur. Madame, ici, le lieutenant Michel Valois. Je viens au sujet de votre employée Suzanne Hayes. Un silence, puis « Il est presque 23 heures, lieutenant. » Je sais, madame, répondit-il d'un ton neutre. C'est une urgence. Suzanne est à l'hôpital. Son état est critique. Le haut-parleur grésilla, puis le portail vibra et s'ouvrit lentement. Valois remonta une allée courbe. La maison était exactement comme Émilie l'avait décrite, gigantesque, une façade blanche aux colonnes hautes, un perron plus grand que tout l'appartement de Suzanne. Chaque fenêtre était allumée. C'était une image de magazine parfaite glaciale. Une femme l'attendait sur le seuil. Elle devait avoir la soixantaine bien entamée, les cheveux argentés impeccablement coiffés. Elle portait un peignoir de soie et une expression de fer. Madame Éléonore Delacour. « Lieutenant, dit-elle en entr'ouvrant la porte. Tout cela est pour le moins irrégulier. » Le vestibule était immense. Le sol alternait les dalles de marbre noir et blanc. Un lustre de cristal pendait du plafond à double hauteur. Rien ne traînait. Pas un manteau, pas une lettre, pas un bruit de vie. C'était une maison, mais pas un foyer. « Madame Delacour, dit Valois tenant sa casquette entre ses mains. Je serai bref. Je viens au sujet de votre déclaration, celle concernant le collier prétendument volé. »« Oui, répondit-elle en croisant les bras. Je compte porter plainte demain matin. Je l'ai déjà indiqué à votre service. Mon avocat s'en occupera. »« Cela va être compliqué, dit Valois calmement. »« Compliqué pourquoi donc? » »« Parce que Suzanne Hayes est actuellement en chirurgie d'urgence à l'hôpital Sainte-Claire. Elle souffre d'une hémorragie cérébrale sévère. Elle est inconsciente. » Le masque de dignité d'Éléonore se fissura. Sa main remonta jusqu'à sa gorge. « Quoi, une opération? »« Je ne comprends pas. » Son ex-compagnon l'a agressée, expliqua Valois. Il l'a poussée. Elle a heurté sa tête. Elle est restée étendue inconsciente sur son canapé plus d'une journée. « Une journée, répéta la femme interdite. Mais elle était ici hier matin. Elle a fait le ménage. »« Non, madame, répondit Valois d'une voix ferme. Elle n'était pas ici. C'est sa fille de 12 ans qui l'a retrouvée. La gamine a couru pieds nus jusqu'à mon commissariat parce que sa mère ne se réveillait pas. Quand nous sommes arrivés, le courant était coupé, le chauffage aussi, et il n'y avait plus rien à manger dans l'appartement. » Ces mots résonnèrent dans le grand hall silencieux. Éléonore chancela légèrement et s'appuya sur une table de bois verni. « Plus de nourriture, c'est affreux. Je n'en savais rien. » Elle était désespérée, oui, dit Valois en appuyant chaque mot, mais cela n'en fait pas une voleuse. Mais le collier, protesta Éléonore s'accrochant à son récit.
Il a disparu. Il était dans ma boîte à bijoux, un collier de diamants et de saphirs, l'héritage de ma grand-mère. Il y était encore quand je me suis couché avant-hier. Suzanne était ici hier, et aujourd'hui il n'y est plus. Vous dites qu'elle était ici hier, répondit Valois lentement. Mais je vous répète qu'elle ne l'était pas. Elle devait l'être, insista la femme la voix montant. Ma chambre, elle avait été nettoyée. Le lit était fait. Le sol brillait. Elle vient toujours le mardi, dit Éléonore de la cour d'un ton crispé. Qui d'autre a les clés de cette maison, madame? Demanda Valois. Personne, répondit-elle. Seulement le personnel. Mais ils ne sont pas venus. Et mon fils, votre fils, Guillaume, dit-elle en agitant la main avec désinvolture. Mais il est à l'université, à Boston. Êtes-vous certaine? Demanda Valois. La façade parfaite de la femme commençait à se fissurer. Ses yeux dérivèrent vers le grand escalier. Il a eu quelques difficultés avec ses cours. Il avait besoin d'argent la semaine dernière. Madame, puis-je voir la chambre, celle que Suzanne était censée avoir nettoyée? Éléonore hésita. Elle était d'être d'une nature privée, mais le regard du policier lui fit comprendre que ce n'était pas une simple demande. Elle hocha la tête. Par ici. Ils montèrent l'escalier recouvert d'un tapis épais. Le couloir était bordé de portraits d'aïeux sévères. Elle ouvrit les doubles portes d'une vaste chambre. La pièce était impeccable, plus grande que tout le rez-de-chaussée de Valois. Le grand lit à baldaquin était tiré au cordeau. Le tapis montrait encore les traces régulières de l'aspirateur. « Vous voyez, dit Éléonore. Nettoyée, elle a forcément été ici. » Valois entra dans la pièce. Ce n'était pas un détective, mais 20 ans de patrouille avaient aiguisé son instinct. Il observa les meubles cirés, la grande boîte à bijoux en acajou, posée sur la commode ouverte, où manquait visiblement un bijou. Elle polit toujours les cadres en argent, précisa Éléonore en montrant le bureau couvert de photos. Elle est très méticuleuse. Valois s'approcha du bureau. Les cadres brillaient. Il jeta un coup d'œil autour de la pièce. C'était trop propre. Une propreté qui sonnait faux. « Votre fils Guillaume, dit-il lentement, sait-il faire le ménage? »« Pardon, fit-elle outrée. Bien sûr que non. Nous avons du personnel pour ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le travail de Suzanne, dit Valois calmement. Comment pouvez-vous en être sûr? Il désigna une petite corbeille. Près du bureau. Elle était tapissée d'un sac plastique. Dedans, un seul objet, une lingette froissée luisante. Valois se pencha, sortit une épingle de sa poche et la repêcha. Il la tint entre ses doigts. C'était une lingette dépoussiérante, citronnée de celle qu'on achète dans une station-service. « Votre femme de ménage, madame de la cour, » dit Valois. D'après sa fille, elle travaille jusqu'à s'en faire saigner les mains. Pensez-vous qu'elle utilise des lingettes jetables? Éléonore fronça les sourcils. Non, non. Elle apporte toujours ses propres produits, des chiffons, du polish, du nettoyant pour bois. Elle dit que ces lingettes sont du gaspillage et qu'elles laissent des traces. Exactement, dit Valois. Ceci est le travail d'un paresseux. Quelqu'un qui voulait donner l'impression que tout était propre. Quelqu'un qui voulait masquer sa venue. Il est entré, a fait le lit, essuyé 2 surfaces et... Il regarda la boîte à bijoux. A volé un collier qu'il savait pouvoir revendre vite. Un fils en manque d'argent. Éléonore s'assit lentement sur le bord du lit parfait. Son visage avait blanchi. « Guillaume, murmura-t-elle, il est venu. Je crois que j'ai entendu la porte hier soir. J'ai cru rêver. Il a un problème de jeu. Je l'ai coupé. Je lui ai dit de ne pas revenir tant qu'il n'aurait pas changé. » Elle leva les yeux vers Valois. La carapace d'acier avait disparu. Il ne restait qu'une mer brisée. « Je l'ai accusé, souffla-t-elle honteuse.
Cette pauvre femme. J'étais si sûr. C'était plus facile de croire que c'était elle, la domestique, plutôt que mon propre fils. Vous devez réparer cela, Madame Delacour, dit Valois. Sa voix n'était ni dure ni compatissante, c'était celle d'un homme qui dit la vérité. Vous devez appeler le commissariat ce soir. Retirez votre plainte. Vous avez accusé une innocente, une femme qui en ce moment même se bat pour sa vie sur une table d'opération. Oui, bien sûr, dit Éléonore les yeux embués. Je vais appeler, tout de suite. Je leur dirai que c'était Guillaume. Mon Dieu, qu'ai-je fait? Vous pouvez réparer cette partie, dit Valois en se dirigeant vers la porte. Mais il faut que vous compreniez quelque chose. Il s'arrêta et se retourna. Ses enfants, Émilie et Benjamin, sont les petits-enfants d'un homme nommé Thomas J. Hayes, un héros de guerre. Ils viennent d'une lignée forte et droite, et on les a laissés sans rien. Leur mère, elle ne s'en sortira peut-être pas. Et vous étiez sur le point d'en faire une criminelle. Cela leur aurait tout pris. Éléonore sursauta comme si chaque mot l'avait frappée. « Appelez le poste, madame », dit Valois en remettant sa casquette. « Je dois retourner à l'hôpital. » « Passe. » Il quitta la demeure glaciale et parfaite, laissant Éléonore Delacour seule dans la chambre artificiellement propre de son fils, une lingette citronnée, bon marché entre les mains. Il avait résolu l'affaire du collier. Il avait lavé l'honneur de Suzanne Hayes. Mais, en regagnant son pick-up, il ne ressentit aucune victoire. Seulement une immense tristesse. Il redescendit la colline, quittant le monde des jugements faciles et des accusations commodes pour revenir à celui des vérités dures et des conséquences réelles. Il devait savoir si Suzanne Hayes était encore en vie. Les lumières de l'hôpital Sainte-Claire étaient trop vives. Elles rendaient les sols gris et les murs verts pâles encore plus froids. Le lieutenant Valois traversa de nouveau la salle d'attente des urgences. Il était déjà passé minuit. La salle d'attente était presque vide. La brigadière Riel dormait dans une chaise, la tête rejetée en arrière dans une position inconfortable, sa veste encore posée sur les sièges où Benjamin s'était assoupi. Le lieutenant Valois s'approcha doucement et posa une main sur son épaule. « Riel, réveillez-vous. » Elle sursauta et se redressa aussitôt, les sens en alerte. « Monsieur, que s'est-il passé, les enfants? » « Les enfants sont en sécurité, » dit Valois d'une voix basse. « Ils sont à la maison Hayes avec George Morrison. Ils ont mangé, ils ont chaud. »« Et Madame Delacour ?» demanda Riel, se frottant les yeux. « L'histoire du vol. »« Il n'y a jamais eu de vol, » répondit Valois. « C'était le fils. C'est lui qui a pris le collier. Sa mère le couvrait. Elle retire sa plainte. » Le nom de Suzanne Hayes est blanchi. Riel laissa échapper un long soupir, celui qu'on retient sans s'en rendre compte. Dieu merci. Au moins une bonne nouvelle. Des nouvelles du bloc, demanda Valois en regardant les doubles portes. Rien encore, répondit Riel. Ça fait une éternité. Le chirurgien devait venir dès qu'il saurait. Comme si les mots l'avaient appelé, les portes s'ouvrirent. Un homme en blouse bleue sortit, le masque pendant à son cou. Il avait l'air épuisé, mais son regard restait vif. « Vous êtes là pour Suzanne Hayes. » Valois et Riel se levèrent aussitôt. « Oui, docteur. Comment va-t-elle? » Le chirurgien Dr Patel se passa une main sur le visage. « C'est une femme très, très chanceuse. L'hématome était sévère. La pression sur le cerveau considérable. Quelques heures de plus et nous aurions eu une toute autre conversation. Mais, dit Valois la gorge serrée. Mais l'opération s'est bien passée, répondit Patel. Nous avons pu évacuer la pression et stopper l'hémorragie. Ses constantes sont stables. Alors elle va s'en sortir, demanda Riel. Elle est vivante, rectifia doucement le médecin.
Elle est dans un coma artificiel. Il faut laisser le cerveau dégonfler. Les 48 prochaines heures seront décisives. Mais oui, elle a une chance. Une bonne chance. Il les regarda tous deux. Cette femme est une battante. Mal nourrie, déshydratée, blessée, à la tête. Et elle a tenu. Elle devait avoir une raison. Valois pensa à Émilie et Benjamin. Elle en a 2 docteurs. Elle est en soins intensifs maintenant, dit Patel. Pas de visite pour le moment. Nous en saurons plus demain matin. Il les salua et repartit, laissant derrière lui le bruit lointain des moniteurs et l'odeur d'antiseptique. Valois s'adossa au mur. L'épuisement qu'il retenait depuis des heures lui tomba dessus d'un coup. Il sortit son téléphone. « Je dois passer un appel », dit-il simplement. À la maison Hayes, les lumières étaient tamisées. Dans la cuisine, une seule lampe restait allumée. Émilie était-elle assise à la grande table en bois. Elle n'avait pas pu dormir. Martha, la femme au tablier fleuri, était là aussi silencieuse, simplement présente. Le téléphone mural sonna un bruit fort dans la quiétude du lieu. Martha décrocha. « Maison Hayesway, lieutenant. Elle est là juste à côté. » Elle tendit le combiné à la fillette. « C'est pour toi, ma chérie. C'est le lieutenant Valois. » Le main d'Émilie tremblait tellement qu'elle eut du mal à attraper le combiné. Elle le porta à son oreille. « Lieutenant, » murmura-t-elle. « Émilie, » répondit la voix grave et fatiguée de Valois mais posée. « J'ai des nouvelles de ta maman. » Émilie ferma les yeux. Elle serra le téléphone contre elle. « Est-ce qu'elle... » « Le chirurgien vient de sortir du bloc, » dit Valois. « L'opération s'est bien passée. Ils ont réparé ce qu'elle avait dans la tête. Elle dort profondément pour que son cerveau guérisse. Mais, Émilie, ta maman va s'en sortir. » Les jambes de la fillette flanchèrent. Elle glissa de sa chaise, s'assit par terre adossée au meuble de cuisine, le combiné toujours dans la main. Un son sortit de sa gorge, ce n'était ni un cri ni un sanglot, mais quelque chose de plus ancien, plus profond, le bruit d'une enfant de 12 ans, qui pendant 3 jours avait porté le monde sur ses épaules. Toute la peur, le froid, la solitude s'effondraient enfin. Martha se laissa tomber à genoux près d'elle, l'enlaça dans ses bras. « Elle va bien, » murmura Émilie contre son épaule. « Ma maman va bien. »« Je sais, mon enfant, » répondit Martha en la berçant doucement. « Tu as réussi. C'est toi qui l'as sauvée. » De l'autre côté de la ligne, Valois resta silencieux un moment. Il entendit la voix apaisante de Martha, les larmes de soulagement d'Émilie. « Je te verrai demain matin, Émilie, » dit-il enfin doucement avant de raccrocher. Il reprit la route. À l'horizon, le ciel commençait à pâlir. Il n'avait jamais été aussi fatigué. Et pourtant, jamais il ne s'était senti plus policier que cette nuit-là. Le lendemain matin, Émilie s'éveilla dans un lit qui n'était pas le sien. Il faisait chaud. Les couvertures étaient lourdes. Un rayon de soleil traversait une fenêtre propre. Pendant une seconde terrible, elle ne sut plus où elle était. Puis elle sentit l'odeur. Du café, du bacon. Elle se redressa. Benjamin dormait encore dans le lit d'à côté, le visage paisible pour la première fois depuis des jours. Elle posa les pieds par terre, non pas sur un lino froid et fissuré, mais sur un tapis tissé doux. Au pied du lit, quelqu'un avait déposé une paire de chaussettes blanches et des baskets toutes neuves. Elle sortit dans le couloir suivant l'odeur du petit déjeuner. Dans la salle à manger, George Morrison était assis en bout de table, lisant son journal, le regard bienveillant derrière ses lunettes. « Bonjour, soldate », dit George Morrison sans lever les yeux de son journal. « Bien dormi. »« Oui, monsieur, » répondit Émilie. « Bien. Martha a fait des crêpes. Prends une assiette. » Émilie s'assit à table. Tout paraissait si normal. Et c'était la chose la plus merveilleuse qu'elle ait jamais ressentie. Elle allait porter sa première bouchée à la bouche quand la porte d'entrée s'ouvrit. Le lieutenant Valois entra.
Il avait l'air exténué, mais portait un uniforme propre. Avec lui se trouvait une femme qu'Émilie n'avait jamais vue. C'était Éléonore de la Cour. Elle paraissait différente de la veille plus simple, plus humaine. Elle portait une robe sobre, ses cheveux n'étaient pas impeccables, et ses yeux rougis trahissaient une nuit sans sommeil. Elle regarda Émilie. Son visage était chargé d'une honte douloureuse et sincère. « Madame de la Cour », dit Georges depuis le bout de la table. Sa voix était polie, mais glaciale. « À quoi devons-nous l'honneur ?»« Je suis venue voir les enfants, » répondit-elle. Dans ses mains, une grande enveloppe brune. Elle s'approcha. « Émilie, » dit-elle d'une voix tremblante, « je suis Madame de la Cour. Ta maman travaillait pour moi. » Émilie posa sa fourchette. Elle regarda cette femme. C'était donc elle, celle qui avait blessé sa mère par ses accusations. « Vous avez dit que ma maman avait volé, » dit-elle. Sa voix n'était pas forte, mais chaque mot portait un poids clair. Éléonore eut un frisson. « Oui, je l'ai dit, et j'avais tort, terriblement tort, Émilie. Celle qui a volé, c'est mon propre fils. J'étais en colère blessé, et j'ai choisi la cible la plus facile. J'ai accusé ta mère. Et je ne pourrai jamais te dire combien je le regrette. » Les larmes coulaient sur son visage, des vraies larmes. « J'ai déjà appelé la police. J'ai fait corriger ma déposition, » dit-elle. « Mais ce n'est pas suffisant. J'ai contacté l'hôpital. J'ai réglé toutes les factures médicales de ta maman. Toutes. » Elle posa l'enveloppe sur la table. « Et ceci, c'est pour toi et pour Benjamin. C'est un fonds pour vos études, pour un nouvel appartement, pour ce dont vous aurez besoin. Ce n'est pas de la charité, Émilie. C'est une réparation. Ce que je dois à ta mère pour ma faute. » Émilie la fixa muette. Éléonore continua la voix brisée. « Ta maman est une femme bien, une femme honnête. Et moi, je l'ai trahie. Je t'ai trahi. » La fillette regarda l'enveloppe, puis Valois, puis Georges, avant de reporter son regard sur Éléonore. « Ma maman, » dit-elle doucement, « elle est femme de ménage, pas intendante. » Éléonore secoua la tête. « Non, quand elle ira mieux, j'ai un poste pour elle, celui de gouvernante de maison, avec un vrai salaire, une assurance santé et une maison d'amis sur le domaine, si elle le souhaite. Elle n'aura plus jamais à choisir entre ses médicaments et son loyer. » C'était une vie nouvelle, une vie entière qui recommençait. Émilie se leva, s'approcha d'elle. La femme riche aux cheveux d'argent la regarda intimidée par cet enfant en vêtements empruntés. « Mon grand-père disait toujours, » murmura Émilie, « qu'on ne peut pas réparer ce qui est brisé, mais qu'on peut construire du neuf. » Elle fit une pause. « J'accepte vos excuses. » Éléonore éclata en sanglots, et elle fit quelque chose qu'elle n'avait peut-être pas faite. Depuis des années, elle serra la petite fille dans ses bras. Elle s'y accrocha comme si c'était Émilie qui la soutenait. Valois regardait la scène. Il vit George Morrison essuyer discrètement une larme. C'était cela, la justice. Pas pure, pas parfaite, mais vraie. 3 jours passèrent. 3 jours pendant lesquels Suzanne Hayes dormait dans le monde silencieux et rythmé des machines de soins intensifs. L'œdème cérébral diminuait peu à peu. Les médecins réduisaient lentement les médicaments qui la maintenaient dans le coma. Pendant ce temps, Valois Georges et Martha veillaient à ce que les enfants ne soient jamais seuls. Ils mangeaient à la maison Hayes, faisaient leurs devoirs, dormaient dans des lits chauds. Mais chaque jour, Martha les conduisait à l'hôpital. Émilie et Benjamin s'asseyaient près du lit de leur mère. Émilie lui tenait la main et parlait. « Je suis allée à la police, maman. » Elle lui racontait tout le commissariat, le lieutenant Valois, la brigadière Riel, les sandwichs chauds, le lait, la soupe de Martha, les crêpes, la chaleur. « Il faut que tu te réveilles, maman, » murmurait-elle en serrant sa main. « Benjamin te manque. »
Moi aussi. Le quatrième matin, Émilie était assise à sa place habituelle, regardant le visage immobile de sa mère. Benjamin, à terre, coloriait calmement. Une infirmière entra souriante. « Elle commence à bouger », dit-elle doucement. « Ses constantes sont bonnes. Je crois qu'elle revient. » Émilie se redressa le cœur battant. Elle observa. Les paupières de Suzanne frémirent. Un léger gémissement s'échappa de sa gorge. « Maman », dit Émilie, se levant, s'approchant du lit. La tête de Suzanne tourna sur l'oreiller. Ses yeux s'ouvrirent, troublés flous. Elle vit le plafond blanc, les tubes, la lumière crue. Un instant de panique passa dans son regard. « Maman », répéta Émilie plus fort. « C'est moi, c'est Émilie. Tu es en sécurité. » Les yeux de Suzanne cherchèrent, puis trouvèrent le visage de sa fille. Lentement, la peur s'effaça. La reconnaissance revint douce et lumineuse, comme le jour qui se lève. « Amy » murmura-t-elle. Le mot sortit dans un souffle sec brisé, mais pour Émilie, c'était le son le plus beau qu'elle ait jamais entendu. « Je suis là, maman », dit-elle, en éclatant en larmes, des larmes de pur soulagement. « Je suis là. Tu es à l'hôpital. Tu étais malade. Mais tu vas bien. Tu vas t'en sortir. »« Ben, » murmura Suzanne, les yeux cherchant autour d'elle. « Je suis là, maman », cria le petit garçon. Il lâcha ses crayons et grimpa sur le lit. Émilie le retint à moitié. « Doucement, fais attention au fil, » dit-elle. Mais Ben enfouit déjà son visage dans la couverture de sa mère. Suzanne voulut lever la main, mais elle lui semblait faite de plomb. Seuls ses doigts bougèrent. Alors Émilie prit délicatement cette main et la posa sur les cheveux blonds de son frère. Des larmes glissèrent le long des tempes de Suzanne se mêlant à ses cheveux. Elle était faible, si faible. Mais elle était là. Et ses enfants aussi. Elle les regarda, vraiment regarda, pour la première fois depuis des mois. Ils étaient propres. Leurs vêtements étaient neufs. Les joues de Ben étaient rondes. Il n'avait plus faim. Il n'avait plus froid. « Comment ?» murmura-t-elle. « J'ai couru », dit Émilie, la voix tremblante mais fière. « J'ai couru chercher de l'aide. Et ils sont venus. Les policiers, le lieutenant Valois, ils nous ont aidés. Ils nous ont sauvés. » Les yeux de Suzanne dérivèrent vers la porte. Valois était là. Il avait assisté à toute la scène en silence. Il les avait vus, la famille qu'il avait trouvée brisée et glacée dans un appartement sombre, maintenant réunie sous la lumière douce du matin. Il lui fit un petit signe de tête, simple, respectueux. Suzanne reporta son regard sur sa fille, cette enfant de 12 ans, courageuse et indomptable. « Ma héroïne », murmura-t-elle. Puis elle ferma les yeux, non pas dans le coma, non pas dans l'inconscience, mais dans le premier véritable sommeil réparateur qu'elle ait connu depuis des années. Elle était en sécurité, ses enfants aussi. Elle pouvait enfin se reposer. Un mois plus tard, la chambre d'hôpital baignait dans la lumière. Suzanne Hayes était assise dans son lit. Elle restait mince, et la cicatrice sur le côté de son crâne brillait sous ses cheveux ras, mais ses yeux pétillaient. Sa peau n'était plus grise. Elle riait. Benjamin était sur le lit lui montrant un dessin. Émilie lisait un livre dans le fauteuil à côté. La porte s'ouvrit. Le lieutenant Valois entra suivi de George Murray Morrison. « Eh bien, regardez-moi ça, » dit Valois en souriant. « Vous avez meilleure mine, Suzanne. »« Je le sens, lieutenant, » répondit-elle, la voix plus assurée. « Grâce à vous et à tout le monde. »« C'est Émilie qui a fait le plus dur, » dit Valois. « Nous, on n'a fait que conduire. » Georges fit rouler son fauteuil jusqu'au lit. Il tenait quelque chose dans ses mains. « Émilie, » dit-il, « on a voulu remplacer celui qui avait été abîmé. » Il lui tendit un nouveau cadre en bois magnifique. À l'intérieur, la photo de son grand-père, le capitaine Thomas J. Hayes.
Le verre était propre, le cadre solide. Sur une petite plaque de laiton, on pouvait lire « Tel grand-père, telle petite-fille, vraie bravoure ». Émilie le prit. Elle le serra contre elle. Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle ne les laissa pas tomber. Elle regarda simplement Valois. « Merci », murmura-t-elle. Le policier hocha la tête. Il quitta l'hôpital un peu plus tard et s'arrêta un moment sur le trottoir. Il repensa à cette nuit. Elle lui semblait remonter à une autre vie. Il songea à ce que signifiait être un héros. Parfois, c'était un homme qui courait dans le feu, sur une colline lointaine. Parfois, c'était une fillette de 12 ans pieds nus, et terrorisée courant vers la lumière dans l'obscurité tirant l'avenir derrière elle. Et parfois, c'était simplement un policier fatigué, le cœur lourd qui entendait une petite voix lui dire « S'il vous plaît, suivez-moi chez moi ». Et il l'avait fait. Et voilà notre histoire pour cette fois. Un peu d'évasion, un souffle, une lumière dans la nuit. Et vous? Où êtes-vous en m'écoutant? Une tasse de thé à la main, sur la route ou au calme avant de dormir. Si cette histoire vous a touché, laissez un mot, un partage, un sourire. Merci d'avoir été là.